Alors moi, mon parcours politique, il est assez vieux sans être vieux. C'est-à-dire que je suis rentré très jeune à la SNCF en tant que conducteur de train. Je suis rentré à 18 ans. Et tout de suite, je me suis impliqué dans le monde syndical, euh, de par l'histoire avec ma famille, mais aussi parce que, il y avait une vraie implication des syndicats dans l'entreprise. Et donc, ça me paraissait normal de m'impliquer là-dedans. Et puis, bah, très rapidement, on le sait, hein, le monde syndical et le monde politique se côtoient régulièrement. Et évidemment, on crée des affinités, on crée des liens. Et suite à des conflits assez importants, notamment la réforme des retraites, alors laquelle je me souviens plus parce qu'il y en a tellement eu que voilà. Mais très vite, voilà, j'ai fait ce lien avec le monde politique. Et le premier à m'avoir mis entre guillemets le pied à l'étrier, c'était Philippe Juravert, qui s'occupait du réseau des luttes et qui aujourd'hui est conseiller régional et qui m'a gentiment, j'ai envie de dire, présenté Jean-Luc, que j'ai rencontré assez rapidement après être dans ce monde syndical et avoir pris des responsabilités. Et puis, bah, forcément, ça m'a plu. Ça m'a plu, ce travail de fond qu'il y avait, ce lien qui pouvait être fait entre syndicats et politique. Et là où j'ai vraiment pris conscience qu'il fallait franchir un cap, c'est quand j'ai entendu tous ces gens parler bah, à la place des ouvriers, à la place des salariés, nous expliquer qu'on pouvait bosser jusqu'à je ne sais quel âge, nous expliquer que le monde du travail, c'était super, l'entreprise, on s'épanouit de dingue. La grande famille. Voilà. Et là, j'ai dit non, mais c'est pas possible, quoi, en fait. Je les supporte plus. Il faut faire changer les choses, quoi. Il faut faire changer les choses. Et puis, il y avait évidemment le combat contre l'extrême droite, hein, où on le voit depuis maintenant plus de 10 ans, où on a une extrême droite quand même qui est de plus en plus virulente, de plus en plus présente aussi dans les médias et aussi dans le monde salarié. Euh, pour l'instant, le monde syndical résiste et j'espère qu'il résistera encore longtemps. Mais c'est vrai qu'il fallait pas laisser non plus la place aux fachos. Voilà. Euh, pour rebondir justement sur cette extrême droite, et là tu me disais que le monde du syndicalisme tient encore la barricade, comment tu l'expliques? Je pense que je l'explique parce qu'il y a beaucoup de sensibilisation à ça, beaucoup de formation. Moi, j'ai été sur mes dernières années au syndicat formateur, donc je m'occupais d'accueillir les jeunes syndicats, les jeunes syndiqués, pardon. Et puis, bah, du coup, je liais l'histoire syndicale à l'histoire contre la lutte antifasciste, contre l'extrême droite. Et il y avait une formation spécifique d'un jour sur la question de l'extrême droite, l'avancée masquée de l'extrême droite vis-à-vis des ouvriers, et surtout que c'était pas, enfin, voilà, ces gens ne représentaient pas la classe ouvrière et ils n'avaient rien à faire dans le monde de l'entreprise. Donc c'est quelque chose de très important parce qu'aujourd'hui on se rend compte que bah, le manque de culture politique, le manque de culture syndicale fait qu'ils arrivent à s'implanter là-dedans. Et pour l'instant, en effet, on tient la barricade et j'espère que beaucoup de syndicats doivent avoir conscience de ça aussi. Aujourd'hui, la CGT est très claire là-dessus. Certains le sont un peu moins et j'espère que voilà, on va pas céder sur ce sujet. Et donc, on a parlé là de l'extrême droite, mais il y a aussi son marchepied, qui est donc le système néolibéral de manière Mm. plus large, incarné par Macron, sa Macronie aujourd'hui. Toi qui justement as eu le pied bah, dans le milieu du salariat et qui est passé dans le milieu, on va dire, un peu du microcosme, qui peut être un peu bourgeois, etc., de Mm. l'Assemblée. Est-ce que toi, tu constates une déconnexion aujourd'hui de la Macronie, du RN? Ouais, il y a une vraie déconnexion et en plus c'est un vrai faux semblant de ces gens qui parlent comme si ils avaient connu ce monde-là, comme si ils les représentaient, alors que non, ils les représentent pas. Il faut qu'ils assument qu'ils représentent la classe bourgeoise et très bourgeoise même, parce qu'on le voit sur les débats de fond, dès qu'on parle de taxation, dès qu'on parle voilà, de répartition des richesses, tout de suite on a une levée de bouclier, aussi bien du Rassemblement national que de la Macronie. Et on voit bien que finalement on a deux mondes qui s'opposent totalement. Et très clairement, l'extrême droite essaye de jouer finalement sur la division de notre classe, de la classe ouvrière. Et c'est ce qui aujourd'hui est dangereux et qui risquerait de faire qu'ils arriveraient au pouvoir. Donc au contraire, il faut qu'on se serre les coudes entre nous. Et moi, je le répéterai autant de fois qu'il le faut. Le problème, c'est pas l'immigré. Le problème, c'est pas celui qui touche les allocations familiales ou le RSA. Le problème, c'est celui qui s'en met plein les poches. Hier encore, je regardais à la télévision Carlos Tavares qui est parti du groupe PSA après avoir pris 37 millions d'euros de salaire. Le mec part avec un parachute doré de 34 millions. Moi, ça m'offusque. Je vais devoir juste faire un switch de micro parce que les gens dans le chat t'entendent très bien. Ah, Donc déjà, tu peux les saluer pendant le switch de eh micro. ben bonjour à tous les matinaux parce qu'à cette heure-là,
c'est pas toujours évident de se lever, mais en tout Après, tu cas, étais habitué, toi, à te lever. voilà, j'étais habitué et j'avais pas d'horaire fixe en tant que cheminot. C'est vrai que c'était un peu particulier. C'est vrai qu'on a tendance à oublier le matin, bah, quand on prend son train, bah, que le mec s'est levé bien avant pour pouvoir être en tête de ce train et le conduire. Les amis dans le chat, normalement c'est bon, le micro fonctionne. Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Et si c'est ok, c'est ok. Mais ça va parce qu'en vrai, je préfère qu'on t'entende toi que moi, parce que du coup, moi, et c'est bon, c'est parfait. Merci beaucoup les gens hein, de m'avoir prévenu. Merci aux 63 personnes qui sont là pour nous écouter. Eh ben, c'est super. Donc, là, on a fait un petit état des lieux, on va dire, de la déconnexion qu'on peut voir, de comment le milieu du syndicalisme s'implante dans cette lutte politique, notamment en étant vraiment la barricade, Mm. une des barricades hyper importantes aujourd'hui face à la montée du RN. Ouais. Là, tu nous parlais du calendrier de lutte sociale. Tu m'en parlais juste avant qu'on commence le stream. Et tu me disais que là, il y a des grosses mobilisations qui s'annoncent en mai. Ouais. Et qu'elles ne sont relayées nulle part. Ça provoque quel sentiment dans le milieu du syndicat ça, En fait, c'est très difficile parce que nous, on essaye d'investir depuis un certain temps maintenant. C'était pas le cas dans les années 2000, les trucs comme ça, d'investir les chaînes de télévision, notamment d'information en continu, parce qu'on estimait que c'était pas forcément notre place et qu'on n'avait pas forcément à y être. Et en fait, on s'est rendu compte que ces chaînes servaient à invisibiliser finalement les luttes sociales et à les dénaturer. Et donc du coup, bah, quoi de mieux finalement qu'un salarié concerné pour parler de sa lutte et parler de son combat. Et puis surtout, on arrivait du coup à mettre un visage, à mettre voilà, des idées et ce qu'on revendique. Donc c'était super important. Mais c'est vrai que cette invisibilisation, aujourd'hui, on a l'impression qu'elle sert, bah, là aussi, un peu le patronat finalement, de dire oh là là, il y a du bruit, ça commence à frémir, surtout, faut pas que les luttes s'agrègent finalement, et puis bah, qu'ils se serrent les coudes entre eux, et puis qui nous mettent notre système par terre. Parce que on oublie trop souvent que sans salariés, sans ouvriers, il n'y a pas de création de richesse. Et un patron, et encore plus un actionnaire, bah, sans ses salariés, sans ses ouvriers, il ne produit rien et donc n'a pas de richesse. Et c'est vrai que cette manière d'invisibiliser et puis d'annoncer en plus au dernier moment finalement le conflit, bah, ça prend les gens de court. Les gens se disent bah, on comprend pas, pourquoi maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'aujourd'hui, notamment la SNCF, mais pas que, il y a ce qu'on appelle des alertes sociales et bien souvent les préavis sont déposés plus d'un mois à l'avance. Donc ça laisse quand même le temps à l'entreprise de négocier et puis dans un conflit on est deux, hein. Donc c'est facile de toujours dire c'est la faute des syndicats. Ça, c'est assez clair. Cette phrase, on devrait la réutiliser un peu plus souvent. Alors, je sais que nous, à gauche, généralement, enfin 90% du temps, on est complètement au courant que la SNCF, ça fait partie d'un grand secteur transport et logistique et qu'en fait, c'est un des meilleurs outils pour bloquer un pays et donc c'est un rapport de force très intéressant dans la lutte sociale. Euh, Est-ce que peut-être, toi, tu pourrais revenir là-dessus justement pour un peu parer tous ces revendications aussi populaires qu'on peut entendre. Ah, c'est Ouais. chiant, mais la grève, on bloque tout, etc. Bah, déjà, rappeler que la grève, c'est un échec, parce que c'est jamais plaisant de faire grève, c'est jamais plaisant non plus de perdre du salaire, parce que ça, c'est pareil, hein, on entend plein de fois, ah, mais de toute façon, ils sont payés même quand ils sont en grève. Bon, je vois pas pourquoi je me lèverai à 4 heures du matin, du coup, pour aller au boulot, je préfère être en grève. Et donc voilà, c'est un échec. Mais ça fait aussi partie de ce qui nous a permis d'avoir bah, des acquis sociaux très importants, notamment à la SNCF, avec la possibilité de partir plus tôt que les autres en retraite, avec le fait d'avoir des salaires assez, Descend. voilà, assez décents, pas conséquents, assez décents, qui permettent de vivre et non pas de Dignement, survivre. vivre Voilà, dignement. exactement. Le fait d'avoir un statut aussi également, qui était protecteur. Donc voilà, tous ces acquis sociaux, ça a été fait parce qu'il y a eu des luttes. Et c'est vrai que sur les métiers, les entreprises qui sont de service public, évidemment que ça se voit tout de suite, étant donné qu'on est au service des gens, au service des usagers, et donc en première ligne finalement avec eux. Complètement. Et donc ils subissent les grèves, mais, mais je pense qu'il faudrait aujourd'hui se poser la question de pourquoi on est en grève. Moi souvent c'est ce que je dis quand il y a des gens qui m'expliquent qu'on est en grève et qu'on pense qu'à nous. Moi, je leur dis déjà, moi, quand je me bats pour des augmentations de salaire, j'estime que ça va profiter à tout le monde. Parce que demain, si tes enfants rentrent à la SNCF, ils en profiteront. Et puis, ça montre aussi qu'il y a la possibilité de se battre et de gagner des choses. Et puis surtout, moi, j'aime bien leur rappeler et essayer d'imager un petit peu les choses. Bien souvent, notamment
Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, on essaye de digitaliser absolument tout et il y a énormément de gares qui sont fermées. Moi, je leur dis, mais aujourd'hui, si vos guichets ils sont fermés, c'est pas parce qu'on est en grève. Par contre, on se met en grève pour éviter qu'ils soient fermés. Et là, tout de suite, voilà, ça commence à réfléchir et à comprendre que mais, nos grèves, elles sont collectives et elles sont au service du bien commun. Il ne faut pas croire qu'on se bat de manière égoïste, de manière individuelle, parce que quand on regarde le fond des sujets, bah, ce n'est pas le cas. Alors on essaye, parce que c'est facile de dire et de pointer du doigt finalement le gréviste, alors que la réalité, c'est qu'on est aujourd'hui dans une entreprise qui plus est, qui subit bah, une casse sociale très importante et que les premiers à en subir les conséquences, c'est les usagers. Enfin, le nombre de fois où Et ils le êtes en prix? retard, les prix qui sont complètement Non, mais les prix, aberrants, aujourd'hui, pardon, c'est devenu... Ce n'est plus accessible de prendre le train. bien sûr. Enfin, Et ça, c'est pas parce que les salaires des cheminots ont augmenté, parce que si ça avait augmenté autant que les salaires des cheminots, je pense qu'on paierait beaucoup moins cher. C'est parce qu'on a ce qu'on appelle un désengagement de l'État. Aujourd'hui, l'État est gestionnaire de l'entreprise, devrait se comporter en tant que tel, et aujourd'hui, elle ne compte uniquement finalement sur la rentabilité de l'entreprise pour pouvoir financer l'entretien de son réseau, pour pouvoir financer bah, l'entreprise en elle-même. Et donc, du coup, qui c'est qui paye? Eh ben, c'est l'usager. Évidemment que si la SNCF pouvait faire des prix plus bas, évidemment qu'elle le ferait, puisqu'il y aurait plus de gens qui prendraient le train, mais elle ne le peut pas parce que l'État lui demande des efforts très conséquents. ouais, mais du coup, nous, à la France Insoumise, on propose quoi là sur ces sujets, notamment de casse sociale, Bah, etc. je pense qu'il faut se réinterroger finalement sur ce qu'est un service public et le sens même d'un service public. Parce qu'aujourd'hui, on entend partout service public, mais finalement, on ne sait même plus à quoi ça sert, on ne sait même plus quel est l'intérêt d'un service public. L'intérêt d'un service public, c'est d'être au service de toutes et tous et que tout le monde puisse en profiter. Et donc avoir des prix plus que raisonnables. Et donc, c'est comment on finance finalement nos services publics. Bah, déjà, premièrement, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'actionnaires qui rentrent dans le jeu et qui s'en mettent plein les poches. Je vais prendre un exemple en Ile-de-France. Alors, ça ne va pas forcément parler à ceux qui sont en province, mais c'est l'exemple même de ce qui peut se passer après, derrière, qui risque d'être décliné un peu partout. On a le T12, T13, donc c'est un tram, avec, qui a été gagné, l'appel d'offres a été gagné par Transkéo. Ils ont fait 12 millions d'euros de bénéfices. Et ben, plutôt que de les investir pour baisser les prix, pour augmenter les salaires, pour améliorer les conditions de travail ou pour l'entretien du réseau, et ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils le filent au fonds canadien qui est derrière, qui est l'actionnaire majoritaire. Donc on voit bien que finalement l'argent qui était fait, qui permettait de bénéficier à toutes et tous, il va une nouvelle fois partir vers des capitaux. Et donc il faut un grand service public de la SNCF, mais pas que. Un C'est la pôle même des transports question, aussi, voilà, un pôle des transports, c'est la même question sur l'eau, c'est la même question sur l'électricité, sur le gaz. complètement. Parce que finalement, on a vu que l'ouverture à concurrence, derrière les belles promesses, bah finalement, tout ce qui s'est passé, c'est que, un, le service s'est dégradé, et de deux, on paye beaucoup plus cher, et de trois, bah, au bout du bout, c'est les usagers qui en ont payé les prix cassés. Et aujourd'hui, l'un des derniers bastions de résistance qu'il y a aujourd'hui, c'est la SNCF. C'est l'une des dernières entreprises publiques qui reste. Bah, est-ce que du coup, on peut... Alors là, ça va être de la vulgarisation plus, plus, plus. On peut résumer en disant que si il y a une grève de la SNCF, c'est aussi peut-être qu'un jour pour que nos prix baissent. Bien sûr, c'est évidemment pour le but finalement de notre combat. Quand on se bat pour avoir plus de moyens, hier il y avait un grand rassemblement des gens de la ligne Clermont et de la ligne Toulouse qui sont montés sur Paris parce que c'est des lignes qui sont ce qu'on dit malades, c'est-à-dire qu'il y a des retards réguliers et puis des retards, on n'est pas sur 20 minutes ou 30 minutes, hein, on est sur des 4 heures, 5 heures, Non, 6 mais c'est heures. vrai que quand on monte dans le train, c'est jamais trop quand on Bah veut voilà, sortir. Enfin, ça devient une c'est angoisse. insupportable. Et tout ça, c'est parce qu'il y a un manque de moyens. Mais les manques de moyens, c'est pas que de la responsabilité de la SNCF. C'est aussi l'État qui a décidé de couper les robinets. Aujourd'hui, dans l'Europe, en Europe, parce qu'ils aiment bien toujours comparer ce qui se fait ailleurs, eh ben, la France est est le pays qui met le moins d'euros par habitant dans toute l'Europe. Et notamment, alors, je sais plus te dire le nom de la compagnie, mais c'est une compagnie italienne Ouais, qui, Trenitalia. ouais, qui maintenant fait notamment le Lyon-Paris, enfin Tout à des fait. lignes qui sont quand même clés parce qu'on a beaucoup, beaucoup de Lyonnais, Lyonnaises Mm, qui montent sur Paris même pour travailler, enfin, bien sûr. Ouais. et qui proposent aujourd'hui des prix qui sont moins chers que les prix que peuvent Mm. proposer le réseau de la SNCF. C'est quoi l'avenir de ça si ça continue comme ça? Comment ça va se passer en En fait? fait, ce qui se passe, c'est un peu partout le même système, c'est-à-dire que quand on a un nouvel arrivant, il arrive et il casse les prix. Il faut qu'il fasse sa place sur le marché, donc il n'a pas d'autre choix que de casser les prix. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Alors déjà, il a des réductions sur ce qu'on appelle les péages. C'est un peu comme quand on prend la voiture, vous passez sur l'autoroute, vous payez un prix. Bon, et ben là, ils ont des réductions très importantes, donc forcément, ça permet de baisser le prix du billet. Et puis derrière, il y a en plus le fait que l'entreprise perd énormément d'argent, contrairement à la SNCF. La SNCF, c'est 1,6 milliard d'euros de bénéfices. Trenitalia, c'est 45 millions de pertes.
il y a un jour où elle va devoir arriver à l'équilibre parce que dans un monde capitaliste, dans un monde de l'entreprise tel qu'ils le veulent, il faut faire des bénéfices. Et donc, bah, quel est le choix qui va être fait? C'est celui d'augmenter les prix. Il n'y aura pas d'autre choix. Et c'est très dangereux parce que aujourd'hui, ils viennent uniquement en plus sur des lignes qui sont rentables. Enfin, ils vont pas aller en fin fond de Larzac ou de je ne sais où faire des trains. Donc ça va pas être des trains supplémentaires. Ça va être des trains SNCF qui vont être remplacés par des trains italiens. Oui, et puis en plus, là, je dis abordable. C'est parce que Oui, ma valeur d'être abordable, c'est elle moins est. cher, Ouais, c'est vrai. voilà. Parce que c'est complètement. Enfin, les prix sont dingues. Genre, moi qui connais un peu Ouais. cette ligne-là, c'est souvent autour de 140 euros, 120 euros si tu t'y prends un peu à la dernière minute parce que tu sais pas trop. Enfin, c'est énorme. Mm, mm, mm. Et là, je crois qu'avec la compagnie italienne, c'est quoi? C'est 69 balles, enfin un truc comme Ouais, ça. après ça dépend parce que c'est Et c'est pareil. déjà trop cher en fait. Voilà, il y a une management, donc en gros, bah, les prix varient en fonction de l'offre et de la demande, hein. Voilà, donc ça joue aussi énormément. Il y a toujours un prix d'appel, on va dire, mais souvent ça peut monter très haut. Et c'est pareil, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément. Moi, j'ai déposé une proposition de loi, par exemple, pour baisser la TVA sur les trains, parce que la TVA n'apparaît jamais sur les billets de train, on ne sait pas combien on paye. En plus, c'est non remboursable pour les entreprises. Et mais aujourd'hui, la TVA, elle est à 10%. Quand on veut faire de l'écologie, quand on veut privilégier le train plutôt que la voiture, eh ben, on fait en sorte d'y mettre les moyens. Et le premier des moyens, eh ben, ce serait de baisser la TVA. Alors, si on était au C'est bien de le pouvoir, dire aux gens ce parce que serait une les TVA gens. zéro. Bon, on n'est pas au pouvoir et puis il faut faire ce qu'on appelle du transpartisan, donc essayer d'avoir un compromis avec les uns et avec les autres pour avancer le plus rapidement possible. Et donc c'est pour ça que moi j'ai proposé une TVA 5,5. Sachant que ça, bon, c'est pas souvent dit dans les médias, mais c'est ce qu'on porte chez nous, de dire vraiment, rappeler aux gens que la TVA, c'est l'un des impôts les plus Ah, c'est les plus injustes. injustes. Que Parce tu sois que riche ou que tu sois pauvre, tu payes exactement la même chose. Sauf qu'on se doute bien que quand on paye une TVA à 10% ou même 20%, quand on a 100 euros de revenus, c'est pas la même chose que quand on a 10 000 ou plus, hein. oui, et puis les 10 balles, pour le coup, on les sent passer. Genre, Exactement, enfin, ouais. la majorité des gens les sentent passer les Ah 10 bah c'est balles clair, de c'est clair. différence. Alors, les gens me demandent si ça n'a pas été trop dur le réveil. Ça a Non, été? ça a été. Je suis assez matinal, donc Ouais, tu me disais que tu étais habitué ouais, je à suis habitué, l'époque. puis je suis un petit dormeur, donc c'est l'avantage. Les gens aussi me parlent. Ah oui, il y a quelqu'un qui me dit, après, une différence de 4,5% de TVA, c'est pas si énorme. Non, c'est pas si énorme, c'est une évidence. Par contre, ça permet de dégager des fonds quand même pour déjà réinvestir sur le réseau, notamment sur les petites lignes qui sont très déficitaires. Et il y aura un vrai avantage aussi sur les régions qui aujourd'hui voilà, gèrent ce qu'on appelle les TER, les trains express régionaux, qui elles manquent énormément de fonds et donc de baisser la TVA leur permettra de Et faire puis entrer d'une l'argent dans les région caisses. à l'autre, tu sens la Bon, différence. c'est pareil en termes d'égalité. On parle souvent d'égalité des chances, mais normalement, on doit avoir aussi un accès à la mobilité de manière aussi égale. Et aujourd'hui, en effet, avec le fait d'avoir tout découpé, d'avoir tout explosé, on se retrouve avec des régions qui ont une vraie offre et une vraie volonté de faire du ferroviaire, et d'autres où on ferme les petites lignes voilà, à tour de bras, et où on va se retrouver au mieux avec des bus, et au pire bah, avec sa voiture individuelle, et tu te débrouilles, quoi. Ah, complètement. Et notamment en plus dans des campagnes dans lesquelles les enfants doivent aller dans les lycées, Mm. etc. Tu les vois de plus en plus, ça devient une galère parce que c'est plus Ouais. desservi les gars. Et de manière plus générale, c'est très dangereux ce qu'on est en train de vivre parce que on entend beaucoup, faut réduire la dépense de l'État, la dépense de l'État, la dépense de l'État. Mais il faut avoir conscience de ce que ça veut dire derrière. Ça veut dire des services publics qui vont fermer, des services publics qui vont se dégrader, et forcément la question du soin, la question de la Bah, mobilité, la l'hôpital, c'est question, catastrophique, hein. etc., de l'éducation, on n'a pas le choix, on peut pas s'en passer. Et donc on va faire quoi? Eh ben on va faire soit par le privé, et donc ceux qui auront les moyens, bah, ils y auront accès, et ceux qui n'auront pas de moyens, ils n'y auront pas accès. Et donc on va vraiment vers une paupérisation très large de la France finalement. Et puis, forcément, les gens qui voient à tour de bras fermer leurs services publics et qui, dans le même temps, voient leurs impôts ne pas baisser, ben, ils se posent la question, où va cet argent? Et c'est vrai, on se pose la question, où va cet argent? Ben, on se rend compte qu'ils vont dans les poches. Les ultra riches. Voilà. Non, parce qu'en termes d'impôts, la classe moyenne en ce moment là se fait allumer Ouais. pour ceux qui ont fait leur déclat là. Mm. Les invités d'imposition, les amis, mais là c'est très très Ah très ouais, compliqué. ça fait mal, hein. Ça fait très mal. Et en quoi la Macronie est notamment responsable de ça? Bah, très clairement, aujourd'hui, les aides publiques aux entreprises, alors c'est pareil, hein, quand on parle d'aide publique aux entreprises, il faut se rendre compte que c'est surtout les grosses entreprises qui en profitent déjà. On est passé de 3 à 6% du PIB. Donc c'est plusieurs centaines de millions, voire de milliards, qui ont été redistribués aux entreprises pour soi-disant créer de l'emploi, etc. Sauf que dans le même temps, on se rend compte qu'on a encore le record d'Europe de versement de dividendes. Donc on se rend compte finalement qu'il y a une spoliation complète des richesses qui sont créées par les gens, de leurs impôts, par certains.
Et moi, quand j'en entends certains qui crient des cris d'orfraie, là, parce que on va aller récupérer un peu d'argent dans leur poche, notamment en taxant les 147 plus grandes fortunes, donc ça va, je pense qu'on va pas les mettre dans la misère, qui nous expliquent que, ah non, 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 il est hors de question, ou sinon ils vont partir, eh ben, qu'ils partent, hein. Nous, on sait produire, hein. Nous, on n'a pas besoin d'eux. Et notamment sur le lien que tu peux faire avec la jeunesse. Est-ce que toi, tu trouves qu'aujourd'hui, la jeunesse qui est, qui arrive sur le marché du travail, elle se syndicalise ou pas? Parce que j'ai pas cette vision-là. Moi, j'ai je pas pense le qu'on pied. a un vrai travail à faire, mais aussi bien, du coup, le monde politique que le monde syndical a redonné du sens, finalement, au syndicalisme. Les syndicats ont aussi besoin de s'interroger sur leur rôle et sur la mission qui leur est confiée par les salariés. Parce que c'est vrai que, alors on parle beaucoup des syndicats dans les grandes entreprises, mais quand on voit le nombre de participants, par exemple, aux élections TPE, PME, etc., enfin, c'est catastrophique. Et donc je pense que les syndicats, mais aussi le monde politique, a besoin de se réinterroger finalement sur son rôle et sa mission. Moi, quand je vois certains syndicats, je dis sans complexe, hein, pourtant je suis toujours syndicat à la CGT et je suis très attaché à ce syndicat, mais qu'est-ce qu'on va foutre dans un conclave? Enfin, sur les retraites, depuis quand on a gagné quelque chose sans rapport de force? Jamais. J'ai jamais vu un patron, moi, me réveiller le matin qui m'a expliqué qu'ils allaient m'augmenter de 10%, me mettre une retraite à 60 ans et youpi youpi. Ça n'existe pas. C'est systématiquement dans un rapport de force. À partir du moment où il n'y a pas de rapport de force, bon, bah, il ne faut pas espérer qu'on en ressorte avec quelque chose de positif pour les salariés. Donc voilà. Et je pense que le syndicalisme a énormément perdu parce qu'il n'a pas su non plus s'adapter au monde dans lequel il était. Euh, Moi, quand j'entends certains boomers m'expliquer que les jeunes, c'est des feignants qui veulent plus travailler, Ah et que non, ouais, ça c'est machin, hors de question. mais, Hors mais, de mais question. lisez, enfin, il y a Non, plein non, de c'est sociologues qui ont voilà. fait des études et qui ont démontré que c'était pas le cas. C'est qu'ils veulent juste ne pas revivre ce que Non, leurs parents ont vécu, quoi. et puis pour le coup, là où notre génération, je trouve, elle prend un peu plus tarif que les autres, c'est que entre Parcoursup, enfin l'accès aux Ah, études dès le début, sup on leur est fait comprendre que, catastrophique. ouais, Tout est catastrophique. On nous dit d'être alternant pour retrouver une alternance, c'est catastrophique. Enfin, nous, l'accès à l'emploi, ouais. c'est vraiment le parcours du Ah, combattant à t'en c'est dégoûter, quoi. le parcours du combattant. C'est très difficile de se projeter sur le long terme parce qu'en gros, on t'explique que tu es un peu un Kleenex et puis que de toute façon, un CDI aujourd'hui, moi j'aimerais bien savoir ce que ça vaut finalement. Et puis en plus, on t'explique que de toute façon, on n'aura pas de retraite. Alors au moins comme ça. Mais je pense que voilà, ça c'est un gros travail qui a été fait par le patronat et nous, il faut qu'on arrive à inverser les choses. Pourquoi on n'aurait pas de retraite? Il y aura toujours des gens pour travailler, pour payer des cotisations sociales. Je vois pas où est le problème. Il y aura toujours des gens pour créer de la richesse. Enfin, voilà. Et je pense que nous, en tant que syndicalistes, il y a besoin de se réinterroger finalement sur le monde du travail de demain, sur le monde du travail aussi actuel, et de faire des propositions. Parce qu'aujourd'hui, c'est très dur pour un jeune de se projeter, et en plus, il est contraint à des urgences auxquelles moi, j'étais pas contraint, pourtant j'ai que 36 ans, hein, mais auxquelles moi, j'étais moins contraint, et mes parents encore moins, par exemple sur la question de l'urgence climatique. Je veux dire, on Complètement. ne peut pas vivre dans le même monde qu'hier, parce qu'on est contraint. Parce qu'on est contraint. Et quand je vois des vieux de la vieille qui aujourd'hui nous gouvernent, un mec comme François Bayrou, j'aimerais bien savoir quelle sensibilité il peut avoir sur l'écologie. Bon, je pense qu'on le Ah, sait très lui, vite je pense vu que le programme qu'il y a dedans. malheureusement, il sait pas. Voilà. Le sujet, bon voilà, après c'est un néophyte, il nous l'a dit, donc peut-être qu'il va creuser un peu le dossier. Et d'ailleurs, sur cette arrivée là de Bayrou, euh, allez, on fait un petit bilan là. Qu'est-ce que t'en dirais, mis à part toutes les sorties catastrophiques J'en dirais on est dans un monde qui essaye de survivre. Voilà, avec des représentants purs et durs de celui-ci et qui veulent pas bouger d'un iota et qui, derrière un aspect de papy gâteau, fait passer les pires horreurs, que ce soit en termes de classe sociale, que ce soit en termes de progrès, que ce soit, enfin, je veux dire, on vit des régressions en ce moment. Je ne sais pas si on en mesure finalement les conséquences, mais c'est absolument terrible. Et c'est vrai que, bah voilà, il essaye de genre un petite sympathie. Et puis on a vu hier, voilà, ils ont fait une conférence en disant, oh là là, c'est la catastrophe, ça y est, on produit pas assez, on travaille pas assez, et Ah bon? patati. Enfin voilà, ça a été une litanie finalement comment dire, de tir vis-à-vis des salariés, voilà, qui n'en fout pas une ramée finalement, hein, et nous expliquer, en fait, ils nous préparent clairement à ce qu'on travaille beaucoup plus et beaucoup plus longtemps, quoi. C'est préparation des esprits.
Et tu as l'impression que ces histoires-là, notamment de guerre, de conflits internationaux, de Macron qui prend la parole et qui provoque Poutine à 20h, est-ce que tu as l'impression que justement ça va toujours dans cet axe de nous mettre au pas C'est une stratégie purement rodée et fort exploitée par le passé. On le sait pertinemment. Quand on commence à parler de guerre, quand on commence à parler de conflits armés, etc., tout de suite, voilà, les gens, voilà, il y a du stress, il y a de la peur. Alors, même si de plus en plus les anciens qui l'ont vécu sont plus là pour témoigner, etc., mais ça reste quand même dans les esprits. Et évidemment que c'est derrière une excuse et un argument pour justifier la casse sociale qui se prépare. On l'a vu dans certains pays qui nous ont expliqué, je sais plus, je crois que c'est au Danemark ou je ne sais où, bon, il y a la guerre en Ukraine, du coup, faut faire des efforts, et ben, je repousse l'âge de la retraite, l'âge de départ à la retraite. Voilà, on sait pertinemment que systématiquement, eux, ça va être l'objectif, produire plus, faire ce qu'ils appellent une fameuse économie de guerre, alors que très clairement, c'est surtout pas ce qu'il faut faire, quoi. Et juste parce que j'aimerais revenir dessus. euh, ah oui, voilà. En plus, c'est parfait parce que j'allais revenir là-dessus. Il y a quelqu'un qui dit on parle d'ennemis extérieurs pour réunir le peuple derrière soi. Et on voit que ça, mine de rien, on va pas faire les aveugles, ça prend énormément chez la jeune Ouais. génération. Même certains anciens re-rentrent dans ce discours-là qu'ils avaient peut-être délaissé un Mm, moment. mm, mm. Et à la SNCF notamment, alors de manière assez rare, mais aujourd'hui, vu qu'il y a les téléphones, les incidents sont très vite filmés, Ouais. etc. Est-ce que toi, tu peux noter ça ou peut-être tu te dis qu'il y a aussi un gros sentiment de colère chez les cheminots qui fait que des fois, bon, qu'il y a de plus en plus quand même d'incidents racistes, en tout cas, qui sont documentés Mm, dans mm, les mm. trains par des contrôleurs qui vont aller s'attaquer à telle ou telle femme voilée, etc. Enfin, Je pense que malheureusement, la SNCF n'est pas épargnée par ces sujets-là, étant qui plus est au contact de la société et avec des gens de la société. Donc on n'est pas épargné par ces sujets-là. Mais par contre, il faut les condamner avec fermeté. Et c'est comme dans la police, comme n'importe où oui, oui, finalement. bien sûr. Il n'y a pas de Voilà. système qui est Si on veut exempt. être, ouais, et puis si on veut être respecté, il faut être respectable. Et à partir de ce moment-là, il faut prendre aussi des mesures, il faut prendre aussi des sanctions, il faut mettre aussi de la sensibilisation. Moi, je l'ai vu, on a eu le débat sur loi sûreté dans les transports. Alors déjà, ça nous a fait mourir de rire parce que là, on s'est rendu compte vraiment qu'ils étaient complètement à côté de leur pompe et puis complètement à la masse. C'est souvent le cas, Mais malheureusement. quand on arrive avec des chiffres et qu'on explique qu'une personne racisée est beaucoup plus contrôlée et beaucoup plus soumise finalement à pression de la société, eh bien tout de suite, voilà, ça fait réfléchir et puis on se dit, en tout cas quelqu'un qui est normalement conçu et qui réfléchit et qui use un peu de son cerveau, il se dit, bon, faut qu'on arrête parce que là on est en train de faire n'importe quoi. Et puis surtout, mais là aussi, hein, c'est la maladie finalement, aussi bien à la SNCF Ah, que qu'ailleurs, ailleurs, non, mais la ça, c'est maladie du sûr. chiffre. Mm. La maladie du chiffre, c'est absolument horrible. Où aujourd'hui, on se retrouve finalement avec des gens qui sont là et auxquels on leur dit pas, vous êtes au service des gens pour leur apporter un service, vous êtes là pour les pruner et faire rentrer de l'argent dans les caisses. Moi, j'ai vu et je l'ai vécu des trains où il n'y avait pas de fraude, où on a expliqué au contrôleur, mais t'as pas fait ton boulot. S'il y a personne qui a fraudé, qu'est-ce que je vais faire des amendes? Et voilà, on lui reprochait ça. Et c'est une réalité. Ouais, il y a quand même l'impression, oui, qu'on force un peu des fois à faire le quota Voilà, d'amende, qu'on force un malheureusement. peu à faire le quota. Après, moi, ce que je retiens, c'est que, voilà, des brebis galeuses, entre guillemets, on en aura toujours, ça a existé, ça existera. Mais par contre, voilà, la plupart essayent de faire correctement leur boulot Ah oui, non, et mais se battent ça, vraiment voilà, pour le faire correctement. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est malade, malade de son individualisme, malade de ses réseaux sociaux aussi. Et finalement, on se croit tous connectés avec plein d'amis partout dans le monde. Et puis finalement, on n'a jamais été aussi seul et aussi isolé. oui, puis bon, quand t'as un premier ministre, non, ministre de l'Intérieur, pardon, qui lâche des abals-voiles, ça pose un ton quand même qui Ouais. permet après Ah bah ça met une ambiance, de hein. se laisser aller, ça met une C'est une ambiance. évidence. Tout à l'heure, tu me disais, avant qu'on stream, que toi, quand tu es arrivé à l'Assemblée, donc en tant que député, représentant de la nation, parce que tu portes une voix qui est... t'es pas seul à le faire, je présuppose, mais tu amènes cette petite voix aussi à l'Assemblée du syndicalisme, Mm. qu'on te faisait bien comprendre que tu étais parfois pas à ta place. Ouais, Est-ce ouais, que ouais. tu peux nous expliquer ce sentiment-là? Bah déjà, quand j'ai regardé les stats, j'imaginais pas que c'était à ce point-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur 577 députés, il y a que 6 ouvriers. Donc déjà, on se dit,
poil Ah ouais, en cadre. termes de représentation nationale, on est un peu à côté de nos pompes, étant donné que ce qu'on appelle les ouvriers, c'est à peu près 45% de la population. Donc on voit bien qu'il y a un décalage complet. Et 3 LFI, 3 Rassemblements nationaux. Donc on voit bien que voilà, la division de la classe ouvrière, elle est là. Elle est aussi présente à l'Assemblée nationale. Attends, je te coupe 2 secondes. On me dit que la première question à laquelle tu as eu le droit, c'était c'est toi le fichier S. Ouais, alors ça, c'est une petite boulette de ma collègue députée, Lisa Martin, qui n'avait pas fait attention, que j'avais un Pardon. micro sur moi et qui vient vers moi et j'étais nouveau député et elle vient vers moi toute contente, voyant que j'étais élu et elle me dit ah c'est toi le fichier S. Bon, Oui, parce qu'en voilà, reprenant la musique des médias voilà, on ils aiment bien connaît nous mettre dans bien. des cases, le syndicaliste, le fichier S, Voilà, sachant que le je sais bon, pas aujourd'hui, on quoi. peut être fiché S Bon, pour à peu voilà, près donc tout engagement c'est ça, politique. c'est ça. Oui, donc tu me disais, donc tu faisais le constat, voilà, Ouais. 3 insoumis, 3 RN. Voilà. Et puis ouais, on te fait comprendre, en tout cas, de par certains, que tu n'es pas de ce milieu-là, que tu n'as pas fait l'ENA, HEC ou je ne sais quoi. Et puis alors en plus, un Oui, du mépris de député classe, avec quoi. des boucles d'oreilles, oh là 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 là, je n'imaginais pas ça. C'est les boucles d'oreilles le problème. Mais moi, quand je vois certains commentaires sur les réseaux sociaux, sur mes réseaux sociaux, qu'est-ce que c'est que ce mec avec des boucles d'oreilles, machin, je me suis dit, waouh, en 2025, on en arrive là. Si on juge une personne déjà à sa tenue vestimentaire, moi ça me pose un souci. Mais alors si en plus on commence à juger en fonction du nombre de boucles d'oreilles qu'il a, etc., c'est là où on voit qu'il y a quelque chose il y a un vrai malaise Oui, dans en le monde fait, dans ils lequel on détestent est, le quoi. peuple, en fait, ces gens. Ouais, il déteste le peuple, il déteste tout ce qui peut, tout ce qui finalement est différent d'eux. Et on le voit, c'est vraiment finalement la peur de l'autre, quoi, comme si on était le diable en personne. Oui, et puis sachant que pour le coup, les députés, notamment RN et macronistes, sont très policés, souvent jeunes, etc. Alors très policé, c'est l'image qui Non, renvoie, mais mais enfin dès qu'on les et entend parler, on se voilà, rend c'est compte ça. que C'est que les amis, c'est du lourd. Enfin, ouais, honnêtement, c'est très compliqué. Tu me le disais aussi que leurs collaborateurs parlementaires étaient, nous, on a des collaborateurs hum, hum, parlementaires hum, donc hum, hum. qui sont très jeunes. Pour les gens dans le chat qui ne savent pas, bon, les collaborateurs, c'est l'équipe qui accompagne le C'est ça, député, qui le soutient dans le travail bah, législatif, parce tout à qu'il y fait. a énormément de Ouais. textes, de lois, de choses dans la com, etc. Et puis en circonscription aussi, parce que le mandat de En député, circo. c'est vraiment un mandat particulier, parce que on est élu pour siéger nationalement à l'Assemblée nationale et faire des lois, mais on est élu par des gens locaux, on va dire, sur une circonscription. Et c'est là où voilà, c'est un peu particulier, parce que du coup, il y a énormément aussi de clientélisme. Et quelqu'un qui n'est jamais présent à l'Assemblée nationale, et on le voit avec certains, eh ben, vous pouvez être réélu pendant X années parce que vous êtes super présent sur le terrain. C'est Oui, alors que c'est un mandat national député, exactement, exactement. on le répète. Et donc, de fait, tu me disais tout à l'heure, oui, on voit bien quand même que même les jeunes RN, très policés, costards, etc., mais derrière, c'est compliqué. Mais il faut le dire, il faut l'assumer et il faut le répéter. Les gens du Rassemblement national sont des gens racistes, profondément racistes. Et on le voit de plus en plus. De plus en plus, il y a une libération de la parole. Et je pense aussi qu'il est bon Complètement. de rappeler aux gens qui votent pour ce parti-là que quand on m'explique que, ah oui, c'est compliqué, que oui, ouais, il y a quelque chose quand même qui va pas, etc. Mais quand même que la personne qui touche le RSA ou qui vient en France profiter de l'AME ou qui c'est des propos racistes. Et c'est ça, être raciste. Et on a oublié là aussi ce que c'était finalement qu'être raciste. Oui, puis en plus, là, ça va être très dur pour eux de ne pas l'assumer parce que, de fait, la condamnation de Marine Le Pen, elle intervient dans un cadre quand même où il y a un détournement de fonds Hum. publics. Donc, réellement, en termes de valeur et de vertu, ça pose une question. Et ça va être très dur maintenant pour les électeurs de dire oui, mais on est là pour son programme C'est clair. économique, parce que souvent, tu sais, c'était la chanson. Bien sûr, on est plus blanc que blanc. Nous, on n'est pas corrompus. Nous, on est Ça va être dur très de dur. compliqué. Enfin là, il y a quand même détournement. Et puis rappeler que si l'inéligibilité elle s'est fait immédiatement et qu'il y a pas, l'appel n'est pas suspensif, c'est parce qu'il y a récidive. Et hier encore, un article de Mediapart disait que ça a perduré jusqu'en 2022. Donc voilà, les plus blancs que blancs, on voit bien que ils ont plus que trempé le doigt dans la confiture. Et Puis puis 4 millions d'euros, les amis, il faut y aller quand même. Là. ouais, faut se rendre compte un peu du truc, C'est quoi. pas une Et puis on bourde met beaucoup la comptable. lumière sur Marine Le Pen, mais enfin bon, ils sont quand même plus de 20 dans l'histoire, quoi. Donc Odoul, qui voilà, déjà, lui, est franchement catastrophique, on voit bien que misogyne, c'est raciste. quand même une organisation bien rodée et qui ont ponctionné quand même un paquet de pognon, quoi. Peut-être
sur la mobilisation qui va arriver. Toi, déjà, sur le 1er mai, les syndicats seront présents, ce sera partout en France, Ouais. etc. Le 1er mai, c'est c'est pas une fête en fait, c'est une journée de lutte. C'est une journée de lutte pour les droits des travailleurs. Euh, et c'est important de rappeler ces termes-là parce qu'on a tendance à un peu dire c'est la fête du travail, etc. Alors déjà, fête du travail, c'était pétain, mais c'est surtout pas ça parce que travailler, c'est pas non plus la fête, hein, loin de là. Donc voilà, c'est la lutte pour les droits des travailleurs. Et c'est hyper important ce 1er mai, dans le contexte dans lequel on est, de montrer ce que c'est que d'être solidaire, ce que c'est que d'être un ouvrier, un salarié, et de se battre pour ses droits. Parce que là aussi, si on veut s'opposer aux reculs sociaux, il n'y a pas 36 millions de façons de le faire. C'est pas en faisant les plus belles vidéos qu'on veut ou faire je ne sais quoi. C'est en se serrant les coudes entre nous et en descendant aussi dans la rue. Moi, je suis convaincu, je suis un tropiste de ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est la rue qui gouverne. Peu importe finalement le gouvernement qui pourrait y avoir de mis en place, que ce soit nous, que ce soit eux, que ce soit je ne sais qui. C'est la rue qui gouverne et c'est la rue qui décide. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, eh bien, on n'arrivera pas. Et on a besoin de reprendre la rue aujourd'hui. On a vraiment besoin de la reprendre. Donc là, ça, c'est notre prochaine date importante à noter partout. Ah, 1er mai, on sera dans partout, la le rue. 1er mai, le 1er mai, le 1er mai. Parce que voilà, c'est pas parce que Madame Le Pen pour le moment est évincée que déjà on n'a pas encore ce gros risque d'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Et surtout les épouvantails néolibéraux, là, ça va être la fiesta, les amis. Ah bah c'est clair, hein. S'ils avancent comme ça, c'est pas parce que ils sont meilleurs ou parce que je ne sais quoi. C'est nous qui sommes pas bons. Voilà, on n'est pas aujourd'hui nous encore à la hauteur des enjeux. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a entre guillemets. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'y croient plus ou voilà, qui se posent la question. Et ben faut qu'on arrive à les convaincre. On peut déstabiliser le système. Faut pas croire que tout est plié, tout est fini et que chacun rentre chez soi et puis qu'on n'a qu'à faire le dos rond en attendant que ça nous tombe sur le paletot, quoi. Bah, et puis de toute façon, en réalité, sinon on s'auto-condamne parce que quand tu vois la gueule, des services publics actuellement, Ah ben c'est waouh. Enfin déjà, je vois même la force qu'il faut pour continuer. Il faut vraiment, vraiment le vouloir et puis croire encore pour continuer de travailler Ouais. des fois dans certaines structures, notamment des hôpitaux qui sont complètement laissés à l'abandon, etc. Donc les amis, au bout d'un moment, ça va être très compliqué. Voilà, faut se serrer les coudes et c'est pas parce qu'on est cheminot qu'il faut pas soutenir la grève, c'est pas parce qu'on n'est pas dans le milieu hospitalier qu'il faut pas soutenir la grève, c'est pas parce qu'on est pas dans l'éducation nationale et pas enseignant par exemple qu'il faut pas soutenir la grève, au contraire, faut être solidaire de ces gens-là parce qu'on est concerné. Peut-être pour finir, moi les amis dans le chat, si vous avez des questions, je vais les lire à Béranger. Tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit, alors après c'est Twitch, hein, c'est très chill, je t'avais prévenu. Il m'a dit, il y a quelqu'un qui m'a dit, on pense pas assez aux vendeurs de merguez. Je sais pas. Mais probablement, on n'y pense pas assez. Bon, on verra, on y pensera pour la prochaine fois. Ça fait partie des manifs. Moi, j'ai toujours dit de manière un peu humoristique, mais la saucisse et la merguez, c'est un peu le homard du gréviste, hein. Ouais. Voilà. Et ils sont super bons les sandwichs aussi dit de manif, les amis. Moi, je tiens à vous le dire. Voilà. Franchement, rien que pour le sandwich, ça vaut le coup de descendre dans la... Et donc ensuite, prochain calendrier, les grandes luttes des cheminots, notamment en mai. Ouais, voilà, va se passer pas mal de choses. Il y a plusieurs dates qui sont mises sur la table. Évidemment, là aussi, j'entends beaucoup qui me disent, alors je vous rassure, hein, pas des gens qui soutiennent ou pas des gens qui nous soutiennent, mais qui m'expliquaient qu'à vous rendez compte quand même, mettre ça sur un pont, sur le pont du 8 mai, ça va pénaliser les gens, etc. Mais quand on veut créer un rapport de force, on va pas faire grève de 4 heures à minuit ou de je sais pas quelle heure à je sais pas quelle heure, et puis sur un jour où personne prend le train. Enfin voilà, il y a un moment, faut quand même avoir conscience que on fait pas grève par plaisir, et c'est pour avoir un rapport de force et gagner quelque chose. On n'y va pas pour faire beau ou pour rester sur son canapé. Non, non, on y va pour gagner quelque chose. Et quand on veut gagner quelque chose, eh ben, on s'en donne les moyens. Et forcément, eh ben, il y a des dates qui sont plus stratégiques que d'autres. Il y a des moments qui sont plus stratégiques que d'autres. Et voilà. Et je pense que ça aussi, c'est des choses que tout le monde devrait avoir en tête. Et notamment, c'est que ça leur fait profondément peur, je crois. Ça fait partie du peu de choses qui leur font peur. Et on l'avait vu, genre, je crois que c'était l'année dernière, quand les agriculteurs commençaient à monter sur Paris et bloquer des autoroutes, etc. Là, bizarrement, on a eu une descente de Attal et tout, alors que... On voit la complaisance et finalement voilà, les rapports que les uns peuvent avoir avec les autres. Et il est évident que ce qu'ont fait les agriculteurs,
je pense que dans toute la population française, on peut pas faire 1/10 de ça. Enfin, déjà, je me souviens de certaines manifs où on avait essayé de bloquer le périphérique de Paris. Je crois qu'au bout de 3/10 de seconde, on avait l'arrivée de la Bravem et qu'on sort pour nous dégager à coups de pied dans les fesses. Voilà, on voit bien que le conflit, le rapport social peut leur faire peur aussi. Parce que les agriculteurs, ils ne se sont pas trop posé la question de savoir qui c'est qu'ils avaient en face d'eux, quoi. Quand ils avaient décidé de monter, ils sont montés. Et là aussi, ils se sont dit, mince, le mouvement est quand même assez populaire, parce qu'aujourd'hui, les agriculteurs, c'est quand même ceux qui nous nourrissent. Et puis, c'est ceux sur qui on tape. Enfin, le système tape énormément. Voilà, donc il y a une grosse exactement. empathie, je pense, qui se crée aussi, quoi. Et donc, ils savaient qu'ils avaient le soutien de la population. Et ils savaient que, du coup, s'ils leur tapaient sur la figure, ça allait pas le faire. Et c'est ce qu'il faut aussi réussir à avoir pour tous les autres conflits. Ouais, une finalement. solidarité, Voilà, finalement. un soutien de la population. On arrive à l'avoir sur la question des retraites. Évidemment, les retraites, ça concerne énormément de monde. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à l'avoir sur la question des services publics? Parce qu'on réfléchit de manière égoïste, finalement, de manière individualiste. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à changer. C'est Jusqu'au ce moment où on se logiciel-là. retrouve aux urgences, 4 heures sur un brancard, Voilà. parce que, voilà. C'est ça. Et quand on refait l'historique, on se dit, j'ai peut-être un peu merdé quelque part. Du coup, je pense que finalement, le message de ce live, c'est on sort tous dans la rue le 1er mai. Ouais. Je pense un maximum, en tout c'est cas. clair. Jour de lutte, on garde en tête la menace néolibérale, fasciste qui arrive de tous les côtés et on fait bloc. Toi, tu vas faire quoi aujourd'hui? Moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? J'ai des rendez-vous en circonscription. Je vais préparer également le 1er mai parce que du coup, j'en profite pour aller tracter, faire du porte-à-porte. En fait, c'est pas parce qu'on n'est pas en campagne, qu'il n'y a pas des élections, qu'il ne faut pas aller voir les gens et prendre le temps de discuter avec eux. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, ils sont seuls, ils sont isolés. Ils mettent en boucle BFM, CNews et consorts. Et puis finalement, ils sont complètement désinformés. Et on sent qu'ils ont besoin finalement de reconnaissance aussi de notre part, du parti. De la France Insoumise notamment, parce qu'on est les seuls à aller voir les gens vraiment chez eux finalement et de discuter avec eux et de les inviter forcément à venir au 1er mai et à soutenir finalement ce qu'on fait, le travail de fond qu'on est en train de faire, parce que on le sait toutes et tous, il y a plusieurs échéances qui vont arriver, mais le bout du bout, ça sera sans doute 2027 et ça sera eux contre nous. Et si on veut déjà préparer 2027, c'est maintenant. Donc voilà, toutes les étapes, il faut qu'on arrive à passer les obstacles. Le premier, voilà, c'est le 1er mai. Faut pas rêver. Aujourd'hui, si on a un gouvernement qui est aussi à l'aise, qui est aussi tranquille, c'est parce que justement le rapport de force n'existe quasiment pas. Quand Barnier est tombé, c'est parce qu'il y avait un rapport de force. Le RN n'aurait jamais voté la censure s'il n'y avait pas eu ce rapport de force. Complètement. Mais après, c'est des opportunistes. Exactement, c'est des opportunistes, mais c'est bien aussi de rappeler les choses parce que rapport de force, ils votent la censure. Gouvernement qui arrive, mesure encore pire que celui d'avant. Pas de rapport de force, ils votent pas la censure. Donc voilà, ça montre aussi finalement la duperie qu'est ce parti. C'est le parti du faux semblant, c'est le parti du mensonge, et c'est surtout le parti des racistes. Le parti des racistes, et puis la Macronie, c'est le parti des incompétents. Des incompétents et de la montée aussi du racisme, parce que à force de créer de l'injustice sociale, des inégalités, c'est là finalement où on se rend compte que on fait monter. Complètement. Mais particulièrement, moi, pour le moment, des échanges que j'ai avec les députés insoumis notamment, c'est les amis, là je le dis aux gens dans le chat, un gros manque de rigueur, de travail qui est complètement inexistant, absent. Enfin, quand on sait quand même... ça peut être sacrificiel d'être député parce que bon, t'es sursollicité, tu te dois de répondre aux gens, etc. Donc c'est beaucoup de travail, certes. Il y a une indemnité parlementaire, mais eux, payés un peu à rien faire, ils votent des textes, ils savent pas ce qu'ils ont voté. Après, ils sont là, oui, mais finalement, sur le sujet des micro-entrepreneurs, ils ont voté encore une fois le fait d'aller leur chercher dans les poches pour après dire ah oui, mais attendez, on est contre ça, etc. Parce qu'ils ne lisent pas les textes qu'ils votent. Enfin, voilà, les amis, rendez-vous compte de ça, quoi. Moi, je propose qu'on réécoute une dernière fois mon super jingle. Ça me tient à cœur parce que je l'ai fait hier, Béranger, tu comprends? Ah, mais je comprends. Je vais rentrer le Pascalou, jingle. il a une voix tellement... Voilà, je vous fais réécouter notre jingle, les amis. La base, c'est l'émission de la Nouvelle France. Émission de exceptionnel, c'est exceptionnel à ce stade. Pour dire des bêtises. Il faut qu'on adapte. Voilà. Et n'hésitez pas, messieurs, dames, à me suggérer d'autres jingles, d'autres citations de quelques fachos que ce soit. Moi, je me fais un plaisir après de les mettre en musique. Donc, du coup, Béranger, moi, je te souhaite une très belle journée. Merci pour tout. Et bon courage dans cette lutte. Et on se voit le 1er mai. Et avec grand plaisir. Et toutes et tous dans la rue.
toutes et tous dans la rue.